Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. J'ai le plaisir de vous retrouver sur notre podcast La Voix des retailers. En 2022, le e-commerce représentait 12,4% du commerce de détail, du retail, pour un volume d'affaires de 146,9 milliards d'euros. Le 12 juin 2023, le magazine LSA, le magazine spécialisé LSA, nous indiquait que les ventes de sites des marketplaces croissaient 6 fois plus vite que celles des e-commerce. Plus 38% entre 2022 et 2023 pour les marketplaces, contre 6% pour les sites e-commerce. Il est donc légitime de se poser la question suivante. La marketplace est-elle l'avenir du e-commerce ? Ou plutôt, quel est le rôle de la marketplace dans la stratégie de développement du e-commerce des retailers ? Pour répondre à ces questions, nous accueillons chaleureusement Séverine Geoffroy, directrice de la marketplace de Castorama. Bonjour Séverine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais tout Tu plaisir. as travaillé chez Amazon, tu as travaillé aussi chez un pure player, rue du commerce. Ouais. Dans notre podcast, nous nous efforçons de définir toujours les termes utilisés. Ouais. Le premier terme, c'est marketplace, place de marché en français. J'ai déjà utilisé, je pense, 5 ou 6 fois. Est-ce que tu peux le définir, s'il te plaît ? Oui, alors une marketplace, c'est une plateforme qui permet à des vendeurs indépendants de proposer leurs produits à des clients finaux. La marketplace qui héberge ces vendeurs va prendre comme contrepartie une commission sur les ventes auprès de ces vendeurs. Et souvent, elle va aussi prendre un abonnement mensuel auprès de ces vendeurs. Donc concrètement, sur la plateforme, d'un point de vue client, ça veut dire qu'il y a une fiche produit. Et sur la fiche produit, le client voit vendu et expédié par le vendeur X. Alors que pour les produits de l'enseigne, il va voir vendu et expédié par Castorama. Voilà. Donc c'est le principe de la marketplace, c'est vraiment, on va dire, une entente entre des vendeurs, un distributeur et des clients. C'est-à-dire pour ça qu'on a, c'est tripartite, quoi. J'ai un site où je vends aussi bien des produits Castorama que j'ai sourcés, plus ou moins comme en magasin, parce que les produits peuvent être différents, oui. Et des produits vendus par des tiers que j'intègre à la plateforme, mais qui ont la responsabilité à 100% de la qualité du produit, de son expédition. Et aussi, ils ont également la responsabilité du contenu du catalogue, c'est-à-dire de la description du produit. Ça, c'est clé et c'est assez important de le rappeler. Maintenant, en tant que distributeur, en tant que retailer, pourquoi est-ce que je crée une marketplace ? Pourquoi est-ce que je dois créer ou pourquoi est-ce que je veux créer une marketplace ? Alors, on va dire le principal driver qui doit quand même être suivi par le distributeur, c'est quand même de satisfaire ses clients. Donc, le premier truc à avoir en tête, c'est que la marketplace permet d'offrir plus de choix. Plus de choix aux clients parce que plus de produits. Et donc, qui dit plus de produits, ensuite, dit aussi plus de disponibilité de produits. Donc, plus de stock, parce qu'en fait, souvent, des fois, j'ai des problèmes de stock, j'ai des problèmes de rupture, donc ça me permet d'avoir plus de disponibilité, d'être moins en rupture de stock. Ça permet également aux distributeurs de proposer des promotions différentes, des prix, des meilleurs prix. Ça permet aussi de proposer de la disponibilité, c'est-à-dire d'être plus rapide dans la livraison, parce qu'on peut avoir des vendeurs sur sa marketplace qui sont plus rapides que ce que le distributeur est sur ses propres produits. Donc voilà, donc le distributeur, il a tout intérêt à développer cette marketplace pour mieux satisfaire ses clients. Et puis après, lui, il a aussi des intérêts propres de distributeur, à savoir que la marketplace, c'est un peu la magie de la marketplace, c'est que qui dit plus de produits dit plus de trafic, plus de satisfaction et de plus de trafic. Qui dit plus de trafic dit plus de fournisseurs qui sont intéressés par venir et de vendeurs qui sont intéressés par venir. Et donc, qui dit plus de vendeurs dit plus d'offres, etc. Donc, c'est le cercle vertueux qui n'a pas été inventé par moi, mais qui a été écrit sur une table par Jeff Bezos, patron d'Amazon, il y a quelques années de cela. C'est ça la marketplace, en fait. Et c'est ça la magie de la marketplace. Justement, on parlera tout à l'heure des clients, de la relation client. Là, on va d'abord parler du fonctionnement d'une marketplace. Ouais. Ce qui va être vendeur,
services associés. Mhm. Vous pouvez très bien, de ce que je sais, proposer des services complémentaires aux vendeurs tiers Mhm. de votre marketplace, qui ne sont pas forcément capables de gérer de A à Z la livraison. Parce que Mhm. si je ne me trompe pas, tout ce qui va être livraison du produit, même s'il est vendu sur la marketplace, est à la responsabilité du vendeur. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Le vendeur est responsable de ce qu'il met en ligne, le contenu de la fiche produit, le stock, le prix, très important, c'est lui qui fixe ses prix. Donc la marketplace qui héberge le vendeur n'a absolument aucun droit de regard sur le prix fait par le vendeur. La commission est prise sur le prix Oui. initial du vendeur. Oui. D'accord. C'est pas supplémentaire. Donc, en temps normal, je devrais voir le même prix entre le site du vendeur, s'il en a un, que la marketplace. Normalement, c'est le cas. Après, il y a certains vendeurs qui jouent pas le jeu, mais normalement, ça doit être le cas. D'accord. Donc là, on a une marketplace. Maintenant, comment on fait pour, en tant que retailer, jeune retailer ou retailer qui a mis un peu plus de temps à se mettre à la marketplace, comment on fait pour passer d'un site e-commerce où j'ai le catalogue plus ou moins comme le magasin, avec des stocks qui dépendent des stocks des magasins, ce qui était souvent le cas avant. Mhm. J'étais même sur mon site en tant que client, je devais choisir mon magasin et j'avais les stocks associés à ce magasin. Mhm. Comment je fais pour passer d'un site e-commerce comme ça à une marketplace? Alors, ce n'est pas une partie de plaisir. Faut quand même un peu tuer le mythe. C'est pas facile. Alors, il y a des solutions sur le marché. La plus connue, c'est Miracle, mais il y en a d'autres, c'est Octopia, qui propose d'avoir une plateforme qui permette de manager ou de piloter sa marketplace. Donc, c'est une solution qui permet de rapidement faire en sorte que les vendeurs, d'un côté, puissent piloter le back-office, donc leurs commandes, leurs paiements, la commission, etc. Ça, c'est sur la partie un peu l'opérabilité de la marketplace. Mais maintenant, il faut quand même que la marketplace, elle soit branchée au site. Et c'est là où les ennuis commencent. C'est-à-dire qu'il faut brancher à peu près tout ce qu'il y a sur un site, à commencer par le front, c'est-à-dire l'espace client, mais au-delà, il y a l'espace client, il y a aussi le catalogue. Le gros truc, c'est le catalogue. Donc, il y a tout ce qui est en front. Il y a comment les produits vont être vus en front. Qu'est-ce qu'on écrit? Parce qu'évidemment, on n'écrit pas la même chose sur une fiche produit quand c'est vendu par le distributeur ou vendu par un marchand. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on sous-estime. C'est la partie souvent immergée de l'iceberg, qui est la partie financière et comptable. C'est quoi les flux financiers entre les parties? Et donc, en fait, le branchement comptable de la comptabilité de l'entreprise, du distributeur avec la partie qui opère les marchands, c'est souvent négligé et c'est souvent là qu'est le principal problème. Alors, pour l'expliquer à nos auditeurs, c'est j'ai un produit que je vends d'un vendeur tiers. Par exemple, je vends une table. Je vends une table d'un vendeur. Ouais. Il y a un vendeur tiers qui expose sa table sur ma marketplace. J'ai trouvé un client, il achète cette table au prix fixé par le vendeur. Oui. Donc là, je dois envoyer un message comme quoi au vendeur, sa table est vendue, en tout cas qu'il a un stock de 1 vendu. Oui. Je lui indique où est-ce qu'il doit livrer et à qui il doit livrer cette table. Oui. Entre-temps, le paiement, je suis quand même avec des prestataires de paiement, je suis opérateur du paiement en question. Oui. Donc je dois certifier le fait qu'il m'a bien payé et en tant que propriétaire de la marketplace, je dois payer en retour le vendeur tiers. Mm-hmm. Donc ça, c'est un deuxième flux financier. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe pour la marketplace? Est-ce qu'elle doit s'assurer que le vendeur tiers a bien envoyé à la bonne adresse la bonne table au bon client? Comment ça se passe? Parce qu'après, on peut très bien imaginer un retour client mauvais pour X raisons. Mauvais lieu de livraison, mauvaise date de livraison, mauvais créneau de livraison ou mauvaise qualité de la table. Alors, oui, mais en fait, il n'y a pas de responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité, encore une fois, le retailer, le distributeur, la marketplace qui héberge ce vendeur tiers, en fait, met à disposition son site internet. Mais c'est bien le vendeur qui est responsable du début jusqu'à la fin, de vendre, de proposer le prix et de livrer et de faire le service après-vente. Donc, s'il y a un problème de retour,
le client ne va pas retourner le produit dans les magasins. En tout cas, en France, c'est pas comme ça que ça se passe. S'il y a un problème de retour, le client va devoir contacter directement le vendeur et s'organiser avec lui pour retourner son produit et être remboursé par le vendeur. Donc là, j'ai jamais parlé du distributeur dans ma phrase. Par contre, si ça se passe mal entre le client et le vendeur, si finalement le vendeur refuse de retourner ou ne rembourse pas ou prend trop de temps à répondre aux clients mécontents, etc., là, la marketplace, elle est en droit de challenger ses vendeurs partenaires en lui disant visiblement, vous n'êtes pas au niveau de la qualité et donc elle peut prendre la responsabilité de sanctionner le vendeur. C'est pour ça que dans les contrats de la marketplace, les vendeurs qui sont hébergés doivent répondre à des critères de qualité stricts et des SLS, c'est ce qu'on appelle les SLS, donc vraiment des conditions de qualité qui fait que s'ils ne répondent pas à ces conditions, ils peuvent être sanctionnés, voire jusqu'à être exclus de la marketplace. Pour les auditeurs, est-ce qu'on peut, même si c'est en anglais, est-ce qu'on peut définir l'acronyme SLA? Service Level Agreement, il me semble que c'est ça, oui. Donc on a, là c'est s'il y a un problème, mais maintenant au niveau des flux financiers, pour reprendre le point sur les flux financiers, on doit donc se connecter avec la banque, en tout cas les coordonnées bancaires de chacun des vendeurs. Oui. Enfin, on passe par un intermédiaire, mais oui, ça revient à ça. Oui. J'essaye de simplifier, mais oui, ça revient à ça. Et à chaque fois, on doit associer dans le catalogue un produit à tel vendeur et donc à telle coordonnée bancaire, tel élément bancaire. Et après, on doit, en monétique, à chaque fois qu'on a une vente, automatiquement payer le vendeur et tracer la vente en lui informant qu'il a eu un produit vendu. Alors, il n'y a pas un produit qui est associé à un vendeur. Tout dépend, là c'est technique, mais il y a un produit, et sur un produit, c'est ce qu'on appelle la différence entre une offre et un produit, il y a un produit qui peut avoir plusieurs offres. C'est quoi une offre? C'est un prix et un stock. Donc ça veut dire que je peux avoir un produit X, une table, pour reprendre l'exemple, qui peut avoir un prix et un stock de plusieurs vendeurs. Ensuite, c'est ce qu'on appelle la buy box, c'est-à-dire la boîte d'achat, qui va donc... La question, c'est qui va remporter la buy box, c'est-à-dire qui va gagner le droit de vendre au client. Ça peut être le vendeur A, le vendeur B, voire même l'enseigne elle-même, c'est-à-dire le distributeur lui-même, s'il vend le même produit. Donc il y a une concurrence entre les vendeurs. Et parfois, la concurrence, elle est entre le vendeur et le distributeur, puisqu'ils vendent le même produit. Donc pour un produit donné, il n'est pas associé à un vendeur. Le produit, il est ce qu'il est. C'est le vendeur qui gagne la buy box, donc qui a proposé la meilleure offre, mais le prix de stock, qui va donc ensuite vendre ce produit au client et qui ensuite, en effet, il y a les flux financiers tels que vous les avez décrits. On reviendra tout à l'heure sur la partie service et logistique, parce que j'ai quelques questions dessus. Mais d'abord, en parlant des grandes enseignes. On a Carrefour, Cdiscount, bon, évidemment, il y a Amazon, on en a parlé, il y a Leroy Merlin. Est-ce que pour ces enseignes, c'était logique de créer une marketplace? Est-ce que c'est une alternative, c'est un relais de croissance pour ces enseignes qui possèdent un maillage, évidemment sans parler d'Amazon et Cdiscount, mais plutôt pour Carrefour, Leroy Merlin? Est-ce que c'est logique pour eux, avec leur maillage territorial, de créer des marketplaces? Je ne sais pas si c'est logique, mais en tous les cas, c'est clair que c'est une opportunité et ça reste une vraie opportunité de croissance pour tous les distributeurs. Il y a quasiment en France, à ma connaissance, il n'y en a plus qu'un qui n'a pas sa marketplace, c'est Ikea. Mais en fait, il y a quasiment tous les distributeurs ont ouvert leur marketplace. Je parle des distributeurs de produits, on va dire de biens de consommation, produits de la maison, d'équipement ou de la mode, tout simplement parce que c'est un relais de croissance puisque ça permet de proposer plus de produits sans porter le stock, donc sans avoir de risque de cash flow et sans coût logistique. Et ça, c'est clé quand on sait que le coût du pétrole va continuer à augmenter. Donc ça, c'est la première des raisons pour lesquelles c'est intéressant. La deuxième des raisons, c'est que c'est un générateur de trafic naturel. Plus on a d'offres, plus Google, et quand on a de l'offre et qu'elle est bien mise en avant, etc., Google aime les sites qui
qui donne plus d'offres à voir parce que c'est une meilleure expérience pour le client. Donc en fait, ça génère plus de trafic vers le site. Et en plus, ça permet d'aller chercher des clients qu'on n'aurait jamais eus. Donc ça permet d'aller chercher des nouveaux clients. Et en plus, si c'est bien fait, et si on a la chance d'avoir des magasins, ça peut aussi permettre d'aller driver du trafic en magasin. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages à faire une marketplace si c'est bien fait et si tout ça est bien orchestré. Parce qu'en fait, encore une fois, le diable est dans les détails. Donc en fait, le problème de la marketplace, c'est que c'est comme une usine, je dis souvent ça. Donc il y a pas mal de rouages, il y a pas mal de maillons à régler pour que ce soit sans couture, parce que c'est tout de suite très volumineux. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Pour le siège, tu disais que c'était un relais de croissance. Est-ce que c'est aussi un relais de croissance en interne pour le siège ? Alors, c'est peut-être pas un relais de croissance, mais par contre, c'est un accélérateur positif de changement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Parce qu'en fait, la marketplace, étant donné que ça brasse et que l'essence même, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de produits, beaucoup de vendeurs, ça force à revoir ses process de gestion en interne. L'intégration du catalogue, la gestion automatique sur le site internet pour la mise en avant des produits, les process comptables, tout ça, les process au niveau du service client. En fait, à partir du moment où ça devient la marketplace, c'est de la masse, on ne peut plus faire des tâches manuelles. On est obligé de penser automatisation, rapidité, et donc on est obligé de repenser la manière dont on travaille. Et comme on repense la manière dont on travaille, parfois ça peut permettre aux autres services de l'entreprise d'adapter leur travail et de gagner en efficacité, productivité, etc. Donc la marketplace, c'est une chance, c'est un outil pour le reste de l'entreprise pour être meilleur. Voilà. Sans compter le fait que, en plus, comme la marketplace apporte de la concurrence, saine concurrence, parfois, ça permet de se reposer des questions d'un point de vue stratégique sur la gestion de sa gamme. Est-ce que j'ai intérêt à continuer à stocker certains produits ? Est-ce que j'ai intérêt à ne pas plutôt les laisser à la marketplace parce que c'est plus rentable de ne pas les stocker ? Voilà. Donc ça, c'est des choses que la marketplace apporte. Donc ça oblige tous les départements au siège en interne à repenser ces process, que ce soit les comptables, oui, que ce soit les financiers, les revues de gamme, oui, le pricing. C'est à peu près, ça touche tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que pour intégrer et pour construire une marketplace, on néglige souvent le fait que il y a du change management dans toute l'entreprise jusqu'au magasin. Donc, il ne faut pas penser que branchement des tuyaux et des outils. Il faut aussi beaucoup éduquer, expliquer et motiver toute la partie de l'entreprise pour expliquer aux gens en quoi la marketplace, ça va être positif. Mais pas comme entité, comme une business unit. C'est aussi positif. Au quotidien, il faut qu'ils puissent l'utiliser comme outil de travail quelque part. Et ça, c'est pas facile. Avant justement de parler du client, du rouage client, on va plutôt parler justement de la logistique. Ouais. Ça fait un bon lien. La logistique, c'est le vendeur tiers qui doit s'en occuper. Sauf qu'on a pu voir Amazon qui, alors selon les mois, ça peut être très différent, mais fin 2023, je crois que c'était à peu près à 70 millions de visiteurs uniques dans le mois octobre, si je ne me trompe pas. Ils ont créé Amazon Fulfillment. Oui. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, Amazon Fulfillment ? Qu'est-ce que c'est Fulfillment ? C'est en fait, ils ont créé, Amazon, ce sont des logisticiens à la base. Hein. Donc, ils ont une puissance logistique qui est très forte et une maîtrise de la logistique. Donc, ils ont mis à disposition leur entrepôt pour des vendeurs qui passent par Amazon pour livrer leurs produits. C'est quoi l'avantage ? C'est que comme Amazon maîtrise très bien la logistique et maîtrise très bien le dernier kilomètre, ça permet aux vendeurs d'avoir une promesse de livraison extrêmement bonne et d'avoir une logistique, de ne pas investir de trop en logistique, parce que c'est cher des entrepôts à gérer quand on est un vendeur, un petit vendeur.
Donc cette prestation-là, elle a un prix et c'est comme ça qu'Amazon se rémunère. C'est plus sur ces services additionnels que sur la commission en tant que telle. Et évidemment, c'est un service. En fait, c'est du B2B, la marketplace. Le premier client de la marketplace, quand on est distributeur, c'est pas le client final, c'est le marchand, c'est le vendeur. On doit d'abord et avant tout satisfaire notre vendeur, parce que si le vendeur, déjà, on doit l'attirer, on doit le recruter. Et en plus, s'il n'est pas content ou s'il trouve qu'il ne gagne pas suffisamment d'argent avec nous, il s'en va. Donc, le premier client, qui est notre partenaire, c'est le vendeur. Et ensuite, évidemment, pour satisfaire le client final. Mais en fait, on a 2 types de clients, en fait, quand on est en marketplace. Donc souvent, on pose la question de comment est-ce qu'on choisit ses vendeurs. Et il y a aussi la question de comment est-ce que le vendeur choisit sa marketplace. Les deux. Alors, Le rapport de force. comment on choisit le vendeur ? Chez Castorama, comme dans beaucoup de marketplaces, on choisit le vendeur. Alors, en l'occurrence, pour Castorama, on est en phase de lancement. Donc, le plus simple quand on est en phase de lancement, c'est de choisir des vendeurs qui savent déjà faire de la marketplace. C'est plus simple, ils savent faire et on a au moins on sait ce qu'ils valent. Voilà, parce qu'on voit ce qu'ils font chez les autres. Donc, le premier truc, c'est déjà, il faut qu'on prenne des gens qui maîtrisent. Ensuite, on a des critères de qualité, comme toutes les marketplaces. Nous, en l'occurrence, on en a 35. Et donc, les business développeurs qui recrutent doivent s'assurer que le vendeur suit les critères de qualité pour être éligible à rentrer sur notre marketplace. Donc maintenant qu'on a parlé de comment, ça, c'est comment le retailer choisit ses vendeurs, mais comment maintenant le vendeur choisit sa marketplace. Alors, comment le vendeur choisit sa marketplace ? On va dire, l'objectif du vendeur, c'est de vendre. Donc, en fait, lui, il veut aller sur une marketplace qui lui permet d'aller chercher du business qu'il n'a pas ou qu'il n'a pas encore. Donc, il va aller chercher une plateforme, un site e-commerce avec beaucoup de trafic, ou un trafic suffisamment important, puisque comme ça, il aura potentiellement des visiteurs sur ses produits. Une marketplace, donc, qui est connue. Donc, en fait, il faut que la notoriété du site ait donc le trafic. Mais il va aussi regarder l'appétence, enfin, en tout cas, la cohérence entre les produits et la marketplace. Je suis fabricant de jouets, je ne vais pas penser à Castorama. Parce que la chance qu'un client cherche du jouet sur Castorama, elle est assez faible en fait. Mais par contre, je suis un vendeur de jardin, ça fait du sens que j'aille chez Castorama parce que Castorama est déjà légitime sur le jardin. Voilà. Donc, en fait, le vendeur, il va choisir là où il pense que c'est le plus efficace et le plus productif. Aussi, il va aussi regarder, en tout cas, c'est les questions qu'il nous pose, c'est si la marketplace, elle va investir sur ce nouveau business. Est-ce qu'on va mettre en avant les produits ? Est-ce qu'on leur permet de faire de la promotion ? Est-ce qu'on leur permet de faire du retail média, c'est-à-dire de mettre en avant leurs produits au niveau de la publicité ? Est-ce que la marketplace, est-ce que les magasins font la promotion de la marketplace ? En fait, est-ce qu'ils ont un interlocuteur dédié et pas une machine ou un chatbot s'ils ont des questions ? En fait, ils vont regarder le service que la plateforme leur rend. Voilà. En tant que client. En tant que client. Donc, ils achètent un service, c'est la commission, et donc, ils en veulent pour leur argent, en fait, quelque part. Et quels sont les services que Castorama propose, les services additionnels que Castorama propose ? Alors, pour l'instant, au moment du lancement, on ne propose pas de service de stockage, par exemple, comme Amazon. On n'a pas de service de stockage, par exemple. Donc, ce n'est pas un service qu'on propose actuellement. Par contre, on a déjà ouvert le retail média. Donc, on offre déjà la possibilité à nos marchands de faire des campagnes sur leurs produits sur notre site internet. Donc ça fonctionne, on l'a déjà lancé et on a déjà communiqué auprès de nos vendeurs pour qu'ils puissent le faire de manière plus massive. D'accord. On a fini la partie vendeur, la partie intégration, même si on pourrait encore plus parler de comment est-ce que le vendeur reçoit l'information qu'il y a un produit qui a été vendu. Ouais. Peut-être on va en parler tout à l'heure. Là, on va passer sur la partie relation client. Existe-t-il une différence entre les clients e-commerce et les clients marketplace, initialement ? Alors, dans leur, on va dire, typologie,
Pratiquement pas, en fait. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que il n'y ait quasiment pas de différence entre un produit ou une expérience d'achat marketplace avec une expérience d'achat non marketplace. Si c'est bien fait, ça veut dire que le client ne se rend pas compte qu'il y a une différence, donc mécaniquement, on a les mêmes clients. Ça, c'est sur la partie existe-t-il une différence. Ensuite, en tant que client. Ensuite, est-ce qu'ils sont traités différemment, nos clients ? C'est la deuxième partie de la question. La réponse est un peu oui, puisque c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le client marketplace, il ne va pas avoir affaire au service client Castorama. Il va avoir affaire au service client du vendeur. Donc, il y a autant de services clients que de vendeurs. Donc, il ne va pas du tout être traité de la même manière. Mais par contre, l'objectif quand même, c'est qu'on fasse en sorte que le client soit quand même content. Et donc, il y a certaines marketplaces qui, même si ce n'est pas elles qui font l'acte de vente et qui ne sont pas responsables, elles vont tout faire pour que le client final soit content. Et parfois, elles compensent même les défaillances du marchand. Oui, parce qu'il y a le nom de l'enseigne. Parce qu'il y a le nom de l'enseigne qui est adossé. Et donc, ils ne veulent pas que finalement, la mauvaise expérience que le client va avoir avec un marchand nuise à la notoriété et à la notoriété de l'enseigne. Ouais. Quels sont les principaux irritants clients dans une marketplace, quand on lance sa marketplace avec des vendeurs? C'est pourquoi je ne reçois pas ma fidélité comme si c'était un produit c'est pas le premier. Castorama? C'est pas le premier. Non, c'est pas le premier. Le premier irritant client, c'est que souvent alors quand la marketplace vient d'être lancée, c'est le cas là actuellement chez Castorama, c'est que les clients, ils nous disent si je viens sur ce site, c'est pour trouver des produits, c'est pour acheter sur ce site. Donc souvent, c'est d'ailleurs pour ça que les distributeurs, ils mettent un filtre vendu par l'enseigne ou vendu par nos partenaires. Parce que ce filtre, il est tout de suite très utilisé par les clients qui préfèrent acheter chez l'enseigne parce qu'ils ont plus confiance naturellement dans l'enseigne. D'ailleurs, ce qu'on appelle le taux de conversion, il est mécaniquement plus fort pour un produit vendu et livré par l'enseigne que par un produit vendu et livré par le marchand X. Et ça, c'est le cas dans quasiment toutes les marketplaces, même les meilleures. Donc le client, le premier truc, c'est qu'il veut savoir s'il achète chez Castorama ou chez le distributeur ou chez un vendeur. Donc il faut que ce soit très clair. C'est le premier irritant, sinon il n'est pas content. Deuxième irritant, c'est qu'en fait, souvent, il dit « Ah ouais, mais les délais de livraison il a peur, en fait, de ne pas être aussi bien livré, aussi vite et aussi bien. » Donc, en fait, il a moins confiance dans la qualité de la livraison que quand c'est l'enseigne. Il a aussi souvent moins confiance dans le service client du vendeur. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il préfère être acheté chez l'enseigne, parce qu'elle est gage de qualité, notamment quand c'est une enseigne qui a pignon sur rue et qui a une forte notoriété. Donc, c'est quand même les irritants assez classiques qui sont communs à peu près toutes les marketplaces. Est-ce qu'on a des engagements des vendeurs avec des services comme Castorama, mais ça pourrait être un autre distributeur, livraison à domicile, point relais. Alors, livraison à domicile, avec le nombre de jours établi. Par exemple, 3-4 jours livraison à domicile. Oui. Est-ce qu'on a un engagement, aussi bien du côté Castorama que du vendeur, selon qui vend le produit? Alors, il n'y a pas d'engagement. Pour la marketplace, encore une fois, l'enseigne, la marketplace, le distributeur ne peut pas imposer. Il peut mettre dans ses conditions des délais maximum à respecter au vendeur. Il va regarder, mais il ne va pas pour chaque commande vérifier. Oui, c'est pas possible. Par contre, en effet, on leur demande de livrer, d'avoir des délais d'expédition minimum et maximum, mais ça dépend des types de produits, si c'est de l'encombrant, si c'est pas de l'encombrant. Ils ont des délais de réponse maximum pour répondre aux clients quand le client pose des questions. Ils ont des taux maximum d'annulation de commande. Tout ça, en fait, c'est des choses qu'ils s'engagent à le faire. Et encore une fois, libre à l'enseigne ensuite de sanctionner ou pas le vendeur s'il ne respecte pas ses engagements qualité. Mais c'est des engagements qualité. C'est pas quelque chose qui va être inscrit sur la fiche produit.
ça n'est pas du tout inscrit sur la fiche produit. Enfin, je veux dire, le client ne le sait pas. Ce qu'il sait, c'est que le vendeur dit livraison entre 3 et 4 jours, en express, en standard, etc. Pour certaines enseignes qui y arrivent, il y a quasiment le jour même. Donc là, il sait exactement le jour. Pour certains produits, il y a quand même des conditions. En l'occurrence, dans mon secteur, il y a parfois l'obligation d'avoir un service de pause et donc d'avoir des prises de rendez-vous après commande. Je parle par exemple sur la partie panneaux solaires. Je ne peux pas installer mes panneaux solaires si je n'ai pas un poseur agréé. Donc en fait, le vendeur est obligé en fait, de proposer une prestation. Enfin bon, pour certains types de panneaux solaires, bref. Donc il y a quand même certaines conditions. Est-ce qu'il existe des services de points relais pour les produits Castorama? Alors, pas encore. D'accord. Est-ce que pour l'instant, c'est que de la livraison à domicile. Tout à l'heure, tu as parlé de trafic, tu as parlé de volume d'offres. Quels sont les indicateurs que tu utilises pour connaître le succès d'une marketplace? Enfin, quand je dis toi, quels sont les indicateurs pour mesurer la performance d'une marketplace plutôt? Bon, alors, ils sont assez classiques. Le premier truc, c'est gross margin value, donc la GMV. Donc, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires, mais ce n'est pas totalement du chiffre d'affaires, puisque, encore une fois, on ne touche pas réellement le chiffre, puisqu'on ne touche que la commission. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence d'appellation. Mais bon, ça revient à parler de chiffre d'affaires, si je vulgarise. Donc, il y a du chiffre d'affaires. Ensuite, évidemment, on va regarder le nombre de vendeurs sur la plateforme, le nombre de vendeurs qui vendent sur la plateforme, le nombre d'offres, de catalogues, déjà de références, et puis de produits qui ont un stock, voilà. On va regarder le NPS, Net Promoted Score, puisqu'en fait, c'est quand même la satisfaction du client. Donc ça, il faut quand même regarder. Et après, on va également... Ce qui compte aussi, c'est de regarder... il y a aussi la notion de trafic, le taux de conversion, l'ajout au panier, bien entendu. Mais ce qui compte, c'est les ratios entre toutes ces données. Parce qu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la marketplace, c'est un peu une course, pas contre la montre, mais c'est une course à l'échelle. Donc il faut assez vite avoir suffisamment de produits, suffisamment de vendeurs pour pouvoir espérer atteindre un certain niveau de vente. Donc il faut transformer l'essai, c'est ce qu'elle veut dire. C'est qu'entre le moment où le vendeur il est contacté, il signe son contrat, ensuite il faut qu'il ait signé toutes ses fiches, tous ses papiers administratifs pour rentrer, il faut qu'il soit validé, puis il faut qu'il intègre son catalogue, il faut que son catalogue soit validé, puis ensuite il faut qu'il pousse un stock, puis ensuite il faut qu'il vende. Donc tout ça, ça prend du temps. Donc plus vite on fait ça, plus vite il vend, plus vite on touche de la commission. Donc c'est une course. Pas contre la montre, mais c'est une course. Sans donner de chiffres confidentiels, j'imagine qu'il y a donc un seuil de vendeurs tiers avec un seuil dans le catalogue pour chaque type de produit à avoir pour une date. J'imagine que c'est une course entre les marketplaces. Sur le marché, ceux qui maîtrisent bien la marketplace et qui sont les opérateurs nous disent, comme Miracle par exemple, nous disent que en moyenne, il faut que le poids de la marketplace en vente soit de 13-15% les 2 premières années, on va dire, par rapport au total du e-commerce. Si je compare par rapport aux ventes globales du e-commerce, qu'elles soient stockées ou qu'elles soient en marketplace, la marketplace doit à peu près représenter ça les 2 premières années. On voit que sur le marché, ça oscille entre 30, pour certaines 40, voire 50% du taux de la marketplace. Donc c'est clair que plus vite on atteint 20-30%, etc., plus on sait que la marketplace elle est suffisamment solide. Mais encore une fois, c'est un ratio. On peut très bien avoir une marketplace avec beaucoup moins de vendeurs et beaucoup moins d'offres, mais aussi beaucoup moins d'équipes pour gérer la marketplace. Donc en fait, c'est comme tout, quoi. Il faut faire le ratio entre l'équipe qui opère la marketplace et ce que génère la marketplace. Sachant que si on passe à 100%, on devient un site de dropshipping. Alors, exactement. Si on passe à 100%, il y en a un qui le fait. C'est un de mes concurrents, c'est ManoMano, qui est du 100% marketplace. Et c'est un modèle qui réussit. Est-ce que tu peux expliquer le modèle pour nos éditeurs, s'il te plaît, de dropshipping et aussi celui, ManoMano, mais qui fonctionne chez d'autres dropshipping? En quoi ça consiste? Le modèle de dropshipping, c'est en fait, je vends
le produit. Donc, en fait, moi, distributeur, je fixe le prix. C'est moi qui suis responsable de la vente. Mais par contre, je n'entrepose rien. Donc, c'est mon fournisseur. Là, en l'occurrence, je parle d'un fournisseur. C'est mon fournisseur qui en fait, entrepose le produit, prépare le produit et expédie le produit au client final. Donc, logistiquement, j'ai pas les coûts. Par contre, je reste maître de ma politique commerciale, donc c'est-à-dire de est-ce que je référence ce produit plutôt qu'un autre, et du contenu du produit. Donc la fiche produit, c'est ma responsabilité, et le prix. C'est différent de la marketplace. La marketplace, c'est un cran plus loin. C'est je vends pas, c'est pas moi qui suis maître de la fiche produit, et en plus je livre rien. Donc c'est du dropshipping plus quelque part la marketplace. Voilà. D'accord. Sur notre dernière partie de marché client, relation client, tu as parlé de Net Promoter Score tout à l'heure. Alors, on ne l'a pas défini. Donc, je vais te poser une double question. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérience client, mais au niveau de la vérification? Comment est-ce que tu vérifies l'expérience client? Comment tu t'assures qu'elle soit bonne auprès des clients? Pour ça, il y a un outil, il y a le Net Promoter Score. Est-ce que tu peux définir comment est-ce que tu calcules ton Net Promoter Score pour la marketplace? Alors, le Net Promoter Score, en fait, on le regarde. Pour l'instant, on le regarde un peu de loin parce qu'il faut quand même qu'il y ait beaucoup de clients pour qu'il soit représentatif. Et donc, en fait, comme c'est sur un échantillon et comme c'est sur la base de répondants, le Net Promoter Score, il faut qu'il y ait beaucoup de clients. Voilà. Sinon, c'est pas représentatif. Et donc, le Net Promoter Score, c'est la différence entre ceux qui répondent positivement et donc qui vont promouvoir l'enseigne, moins ceux qui disent qu'ils ne vont pas la promouvoir. Donc, c'est pour ça qu'en fait, un Promoter Score à 7, ça vaut rien, parce qu'en fait, il faut vraiment avoir 8 ou 9 pour que le Net Promoter Score soit positif et donc fasse qu'en fait, on gagne et qu'on soit promu. Il me semble, c'est ça, qu'on est sur ceux qui répondent 9 ou 10. Pardon, oui, c'est 9 ou 10, c'est pas 8 ou 9, ouais, c'est ça. Sont calculés positivement. Voilà. 7 et 8 ne sont pas intégrés au calcul. Et 6 et toutes les notes en dessous sont intégrées négativement. Et on fait la différence entre tous les 9, 10 et tous ceux qui sont 6 ou moins. Et ça nous donne le NPS. Et ça nous donne le NPS, exactement. Comment est-ce que ça fonctionne? Par emailing classique chez Castorama après avoir fait une vente? C'est la même chose. Enfin, encore une fois, là, pour le coup, c'est dans toutes les enseignes, c'est la même chose. Il y a un email qui est envoyé de satisfaction. Est-ce que vous recommanderiez cette... alors, souvent, c'est après la commande en ligne. Et après, c'est après la livraison. Comme ça, il y a les deux. Il y a après achat et après livraison. Et on a donc les scores. Et c'est le même système, que ce soit pour les produits en propre ou pour les produits marketplace. Tu as parlé tout à l'heure des acteurs. Tu as parlé de Miracle. Tu as parlé d'Autopia aussi. Mm-hmm. Bon, si je ne me trompe pas, il y a Origami. D'une certaine manière, il y a Shopify aussi. Mm-hmm. Quels sont les défis pour ces acteurs-là, pour ton fournisseur de marketplace, celui qui opère la marketplace Castorama? Comment est-ce qu'on peut suivre l'évolution de marketplace? Comment on peut répondre aux besoins de Castorama? Quels sont les défis pour les fournisseurs de marketplace? Faut leur demander. On les invitera. Voilà, on va les inviter. Et est-ce que ça a vocation à remplacer totalement le e-commerce plus tard? De quoi? Miracle? Non, la marketplace Castorama. Ah, est-ce que la Castorama... non. Comment elle peut... Non, parce que non, par rapport à ce que j'ai dit, en moyenne, la marketplace, chez un distributeur, on va dire classique, e-commerce, fait 35%, voire à 40% du chiffre. Donc en fait, elle ne peut pas tout remplacer 100%. C'est pas possible. Sinon, on perd de l'argent, enfin, on perd du business. Donc non. Et puis non, parce qu'en fait, le modèle de marketplace, il est quand même essentiellement, et il restera essentiellement basé sur la livraison à domicile. Or, il y a quand même un truc qui est un vrai problème en livraison à domicile, c'est les frais de port. Et en France notamment, c'est un irritant particulièrement fort. Les gens détestent acheter
une livraison. Ils comprennent pas pourquoi c'est pas gratuit. Donc en fait, la livraison, le coût de la livraison, c'est un irritant. Ils préfèrent se déplacer et acheter et livrer. C'est d'ailleurs pour ça que le drive en alimentaire est développé en France alors qu'il n'est nulle part ailleurs dans le monde. Alors que dans le monde, la livraison est quasiment, sur la partie alimentaire, est quasiment la norme. Donc, comme les frais de livraison vont augmenter parce que le pétrole va augmenter, de fait, la livraison, la marketplace ne peut pas remplacer le fait qu'il y ait des magasins, voire même qu'il y ait du drive. C'est pas possible. Est-ce que c'est une cause d'abandon de panier, Ah les oui. frais de livraison? C'est une cause d'abandon en e-commerce de manière générale. Marketplace ou pas marketplace. C'est une cause d'abandon. Est-ce qu'il y a des solutions pour le distributeur? Est-ce de le faire gratuit. Donc ça coûte. Donc ça coûte de l'argent. Et est-ce que c'est rentable de faire la livraison gratuite? Ça dépend de ce qu'on vend. Ça dépend où on le vend aussi. Ça dépend de ce qu'on vend, ça dépend au prix qu'on le vend, et ça dépend quels sont les coûts pour le vendre. C'est le principe du commerce. On a quand même quelques grandes enseignes, Carrefour chez Rakuten, La Redoute chez Leroy Merlin, donc des grandes enseignes qui intègrent des marketplaces. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est imaginable chez Castorama ailleurs? Est-ce que c'est quelque chose qui, d'après toi, est l'avenir aussi, ces interdépendances entre marketplace ou entre grandes enseignes? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, en jargon, on appelle ça de la reverse marketplace. Pour avoir travaillé dans certaines enseignes que tu as citées, c'est vraiment c'est des partenariats qui sont souvent gagnants. Parce qu'en fait, encore une fois, là c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, le distributeur, il devient marchand. Donc, c'est les mêmes arguments que j'ai eus tout à l'heure. C'est pourquoi un marchand a intérêt à aller sur une marque, pour les mêmes raisons que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il va avoir une clientèle qu'il ne peut pas toucher autrement. Il va avoir donc du trafic sur ses produits qu'il n'aurait jamais eu autrement. Il va pouvoir faire connaître sa marque et faire connaître souvent sa marque distributeur, donc sa marque qu'il ne vend que chez lui. Donc il a tout intérêt à être marchand chez quelqu'un d'autre. Il a aussi intérêt à potentiellement avoir des marchands de renom, qu'il s'appelle La Redoute, pour Leroy Merlin, puisque c'est ce qu'ils ont fait, ou qui s'appelle Carrefour pour Rakuten. C'est intéressant parce que c'est un gage. Donc, avoir un marchand qui s'appelle Carrefour, c'est quelque chose qui est, ou Castorama, ou Leroy Merlin, ou peu importe, ou La Redoute, c'est un marchand qui est connu du grand public, puisque ce sont des marques à forte notoriété. Donc, il y a un intérêt de part et d'autre, en fait. Après, l'enjeu, c'est est-ce qu'il y a un intérêt commun entre l'un et l'autre? Et après, le gros enjeu, c'est toujours pareil, c'est la technique. C'est que devenir marchand, ça demande des branchements. Et pouvoir accueillir cette marque, ça demande d'avoir des solutions qui accueillent des marchands. Donc en fait, souvent, ça ne se fait pas naturellement parce que ce n'est pas si évident techniquement. On va passer à la dernière partie, si tu veux bien, à la partie innovation. On a parlé des fiches produits. Ouais. On a parlé plutôt d'offres. On a assez peu parlé des fiches produits. On parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis ces 2, mais même ces 10 dernières années en soi. Ça fait longtemps qu'on en parle. Pour faire de la complétion de fiches produits, pour éviter un travail humain, d'avoir à retravailler toutes les fiches produits. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi chez Castorama, et est-ce que c'est quelque chose qui va être intégré, qui va permettre au marketplace de faire des économies pour justement, comme tu l'as dit, arriver à accueillir énormément de nouvelles offres, de nouveaux produits, de nouveaux marchands? Alors incontestablement, l'IA, c'est un formidable outil pour opérer une marketplace. On va commencer en effet par créer des fiches, remplir des fiches, faire de la catégorisation de produits. C'est le truc qui est le plus compliqué dans une marketplace, c'est justement le catalogue. Et donc oui, l'IA peut aider pour cette partie-là. L'IA peut aussi aider sur
le fait alors c'est pas tant l'IA, là pour le coup, c'est souvent du traitement de la donnée, il n'y a pas nécessairement d'intelligence derrière, mais le traitement de la donnée en masse, c'est évident que pour analyser, pour faire parler de la donnée, pour croiser des prix sur des gros catalogues, des prix, des stocks, etc., on a besoin on va dire de data science qui est de l'intelligence artificielle ou qui n'en est pas derrière. Donc oui, l'IA est un outil parce que ça permet souvent de faire des tâches répétitives et donc si je le fais, j'ai moins besoin de tâches manuelles, donc j'ai moins besoin en fait d'utiliser de la ressource pour faire des tâches répétitives. Donc incontestablement, c'est un outil qu'il faut utiliser. Après, c'est compliqué à utiliser parce qu'il faut... ça demande un certain investissement pour construire. Il faut passer par des partenaires externes qui, des fois, ont la technologie. Donc, il faut les bons partenaires. Voilà. C'est pas nécessairement... on va dire, encore une fois, ça paraît comme ça très bien, mais en fait, il n'y en a quand même pas beaucoup qui utilisent l'intelligence artificielle maintenant, actuellement, sans couture, quoi. Voilà. Est-ce que Castorama travaille cet axe en ce moment? Sur l'IA? Oui. En fait, il y a déjà des choses qui ont été faites l'année dernière. L'IA a été mise en place avec la fonctionnalité Hello Casto qui permet sur le site d'aider nos clients à choisir leurs produits. Donc c'est quelque chose qui a déjà été présenté à la presse et qu'on a lancé il y a quelques mois. D'accord. Sur les éléments RSE, tu en as parlé tout à l'heure sur le choix des marches entières. Oui. Est-ce que la marketplace porte des innovations ou des améliorations de type score de durabilité des différents vendeurs, une forme de Nutri-Score, mais pour des produits qui ne seraient pas alimentaires? Il me semble que Darty le fait sur ses produits. Ils mettent un score de durabilité aussi. Enfin, pas que, hein, il y a Mano qui peut le faire aussi. Et justement, pour eux, pour avoir un axe et se dire que ça va indiquer ou diriger le client vers tel ou tel produit. Après, encore une fois, en marketplace, l'enjeu, c'est comme on ne maîtrise pas nécessairement le contenu, sur ces produits qu'on a et qu'on produit, on peut auditer, on peut sécuriser, on peut fiabiliser, on peut tamponner le fait que ce produit-là, il remplit des critères RSE que le distributeur a déterminés, et il a les preuves, et il les répertorie, et il les contrôle. Si ensuite on veut le faire sur chacun des produits du vendeur, faut demander toutes les preuves au vendeur et il faut les auditer ref par ref. Donc ça s'appelle plus de la marketplace en fait, parce que la marketplace en fait c'est de la masse. Donc en fait c'est quasiment impossible. Donc c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on parle de RSE? Dire par contre qu'on s'interdit ou qu'on dit volontairement on refuse d'aller chercher des marchands dans des pays en dehors de l'Europe pour limiter le travail des enfants, ça peut être une politique de l'entreprise. Et là, on est dans un critère, on est dans un des critères RSE. Mais qui est pertinent du point de vue de... C'est faisable. C'est faisable, mais parce que ça circonscrit le risque. En tout cas, ça limite le risque, on va dire. Mais c'est contrôlable aussi. Et c'est contrôlable. Encore une fois, ça peut faire partie des critères. Maintenant, vouloir absolument que chaque produit soit, par exemple, bio, si je parle de l'alimentaire, typiquement, ça veut dire que bio, il faut quand même que le vendeur amène la certification qu'il est bio, quoi. Suivant le cahier des charges, qui peut être différent. Suivant le cahier des charges, qui peut être différent, etc. Et là, ça devient, en termes de contrôle pour référencer les produits, c'est beaucoup, enfin, c'est énorme, en fait. Donc, le vendeur est responsable de ce qu'il raconte. Mais c'est vrai que le distributeur, s'il montre avoir des produits, certes, il n'est pas responsable du contenu, mais bon, quand même. À un moment donné, il y a la responsabilité et il y a la réputation. Oui. Voilà, donc il y a une différence entre responsabilité légale et réputation. La dernière question de ce podcast, Séverine, on parlait tout à l'heure des magasins. Ouais. Quel est l'avenir des marketplaces? Quel est le but fondamental des marketplaces? Ce sera une sorte de résumé de notre podcast. Tu me parlais tout à l'heure en off
du magasin, de tout ce que ça peut apporter au magasin et tout ce que le magasin peut apporter à la marketplace. Il me semble qu'en plus, c'est un bon résumé sur Ouais. tout ce que tu as dit. Donc, je ne sais pas si tu peux en parler à nos auditeurs. Quel est le rapport entre la marketplace et les magasins et en quoi l'un peut servir l'autre? Alors, c'est vrai, c'est une partie qu'on oublie souvent parce on pense marketplace, on pense e-commerce. Tout de suite, on dit, ça va permettre d'offrir ou d'augmenter mon catalogue e-commerce. Ce qui est vrai. En l'occurrence, c'est le premier rôle de la marketplace. Mais quand on a la chance d'avoir des magasins, donc d'être un distributeur omnicanal, Comme Castorama. comme Castorama, en fait, on peut se servir des magasins pour nourrir la marketplace et surtout, on peut utiliser la marketplace pour nourrir et pour enrichir l'expérience en magasin. Donc, c'est quelques exemples que j'ai cités tout à l'heure. Mais le premier exemple, première chose qui est assez évidente, et notamment quand on est une enseigne qui vend des projets de cuisine, de salle de bain, de rénovation, c'est qu'en fait, on va pouvoir proposer des offres complémentaires au projet du client. Des offres qu'on n'a pas nécessairement dans son magasin, qu'on peut avoir sur le site e-commerce vendu en propre, donc c'est-à-dire vendu sur le site uniquement en e-commerce, ou qui peut être vendu par un tiers, c'est-à-dire par un marchand. Et là, ça permet une vraie personnalisation de l'offre du client. Donc le client qui veut vraiment un projet avec un type de produit particulièrement, c'est comme une voiture. Quand on achète une voiture, on va lui vendre plein d'options. Des options qu'on n'a pas nécessairement en stock. Mais en fait, on va personnaliser le projet voiture avec le client. Et c'est ça qui va faire que le client va repartir encore plus content parce qu'en fait, il aura eu une expérience globale. Donc, le magasin, il a un intérêt parce qu'il a beaucoup plus de choix devant lui. Il a aussi un intérêt parce que parfois, il est en rupture de stock et que la marketplace va lui permettre de trouver une solution assez rapide à un problème logistique qui est qu'il n'est pas livré. Et il a quelqu'un d'autre qui est capable de livrer le client à son domicile, donc sans lui demander de revenir au magasin. Donc là, pareil, le vendeur en magasin, il est content parce qu'il peut dire oui à son client. Et ça, c'est important. Le oui au client est extrêmement important. Et puis après, la marketplace, ça permet de proposer des marques différentes, de proposer des catégories de produits annexes qui sont pas nécessairement celles qu'on a en magasin et qui, là aussi, vont permettre aux clients d'avoir plus d'idées et d'être là aussi contents. Et puis, la marketplace, côté marketplace, c'est hyper intéressant d'avoir des magasins parce que, évidemment, c'est autant de vendeurs qui vont donc aller directement inciter les gens à aller sur le site et donc à acheter en marketplace. Donc, c'est autant de prescripteurs, quelque part, qui sont des prescripteurs, donc c'est comme du média, sauf que c'est du média physique, des prescripteurs qui vont inciter à acheter ce que le vendeur X peut pas se permettre parce que lui, il n'a pas de force de vente. Donc, quelque part, la force de vente du magasin, ça peut devenir la force de vente pour la marketplace. Mais tout ça, ça nécessite une bonne coordination et un bon, on va dire, un bon partage de la valeur entre la marketplace et les magasins. Et il y a beaucoup de change management. Est-ce que tu as une anecdote? On aime bien terminer le podcast avec une anecdote. Alors peut-être en lien justement avec ce que tu nous mentionnes. Ça veut dire le client qui va en magasin, qui est avec un vendeur dans n'importe quel rayon, on va dire rayon salle de bain, et qui justement utilise la marketplace pour compléter un produit du client qui voudrait refaire sa salle de bain. Ou n'importe quoi. Enfin, est-ce que tu as une anecdote en lien avec ce que tu viens de nous dire? Alors oui, j'en ai une. J'étais dans un magasin récemment et au rayon salle de bain, justement. Et il y a eu un couple qui est venu, qui avait des idées bien arrêtées, qui voulait acheter plein de choses dans la salle de bain. Donc, ils avaient repéré des choses en magasin. Donc, ils ont dit au vendeur, au chef de rayon, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, je veux une douche. Ils avaient sélectionné leurs toilettes, ils avaient sélectionné, mais ils n'avaient pas trouvé le meuble de salle de bain, la couleur du meuble de salle de bain et le type de meuble de salle de bain qu'ils souhaitaient. Donc, en fait, ils s'apprêtaient à finalement acheter
de ne pas acheter le meuble et pas le miroir. Et donc, en fait, le vendeur a un bon réflexe. Il leur a dit, attendez, il n'y a pas là, je n'ai pas en exposition, je ne l'ai pas. Mais vous cherchez cette teinte et vous cherchez plutôt, je ne sais plus, il y avait 3 tiroirs. Enfin bon, bref, c'était quelque chose d'assez précis. Et donc, il a regardé sur Internet et il y avait des offres vendues par Castorama, mais il y avait aussi des offres vendues par d'autres marchands. Et finalement, les clients ont dit nous, on préfère l'offre du marchand, en l'occurrence, parce que c'était la bonne couleur, c'était un meuble un peu particulier. Donc voilà, finalement, le vendeur a permis aux clients d'être contents, de compléter leur projet, et puis les clients, ils étaient extrêmement ravis parce qu'ils ont trouvé quelque part le truc qui correspondait exactement à ce qu'ils voulaient. Donc ils ont fini par acheter un panier magasin et un panier e-commerce. Absolument, un panier magasin, un panier e-commerce et un panier marketplace. Mais le vendeur a eu l'intelligence finalement de se servir de la palette de services et d'offres qu'il avait entre les mains pour répondre exactement aux besoins du client. Et c'est ce qui compte. À la fin, il faut que le client soit content. D'accord. Plus de clients contents, plus de produits vendus. Donc et plus de clients qui vont donc derrière être contents du magasin, puisqu'en fait, ils vont être contents du vendeur et ils vont dire à la fin, mais finalement, chez Castorama, ils me conseillent bien, puisqu'en fait, ils ont répondu à ma demande, même si finalement, c'était pas un produit du magasin. Donc, tout le monde, à la fin, tout le monde doit être gagnant. C'est ça la magie. Gagnant. Merci beaucoup, Séverine. Mais de rien.